Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Bascule, le podcast qui se demande comment et pourquoi vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet dans la mesure où mon invité du jour a failli mourir à 17 ans. Les médecins ne savaient pas pourquoi, ils ne savaient pas s'il allait mourir dans les jours qui suivent ou dans les années qui suivent. Mon invité est toujours vivant, sinon il n'aurait pas pu faire cet épisode, c'est donc que les médecins se sont trompés, et tant mieux pour lui, et pour nous, tant qu'à faire. Il s'agit de Valentin Van Nutt. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment continuer de vivre, sachant que l'on peut concrètement mourir à tout moment. Comment rebondir et comment garder espoir face à des nouvelles aussi désastreuses que la fin de sa vie. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation. Bon épisode! Salut Valentin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Simon, merci à toi. Écoute, moi c'est Valentin Van Nutt, j'ai 31 ans, bientôt 32. Et quand j'avais 17 ans, j'ai fait ma première crise cardiaque. Ok. C'est directement le bienvenue dans l'âge adulte. Voilà, j'y vais direct. Écoute, voilà, du coup, tu vois, j'ai une histoire qui a commencé beaucoup par là. Donc, je peux continuer à partager. J'aime bien ce point de départ. Mhm. Pour moi, ça a été mon point de bascule. Ouais, j'imagine, parce que c'est pas quelque chose auquel on est préparé si tôt. Comment tu as vécu ça? Enfin, comment dire ça? C'est vraiment une grosse baffe dans la gueule, en fait, que Hmm. la vie t'a envoyé. Écoute, je l'ai pas. Ouais, je l'ai vécu comme ça, je pense, pendant quelques jours. Ouais, laisse-moi te raconter. En Ouais, fait, quand j'avais 17 ans, euh, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai commencé à avoir. J'ai eu un épisode de tachycardie ventriculaire. ok, C'est-à-dire que mon cœur s'est mis à battre extrêmement rapidement et à s'emballer. Et sur une période assez longue. ok, euh, Plusieurs dizaines de minutes, voire ouais, entre 30 minutes et 45 minutes. ok, ouais, Et donc à ce moment-là, c'était la première fois et j'étais chez moi, enfin chez mes parents et je vois les pompiers qui arrivent et tout. Je suis emmené dans l'ambulance et bref, tout ça, ça se passe. Et moi, bah, c'était la première fois que ça m'arrivait. Parce que, petit spoiler, ça m'est arrivé une deuxième fois quand j'avais ok, 19 ans. Mais donc, à 17 ans, je vois mon cardiologue et il me dit, bah, Valentin, on ne sait pas ce que tu as, on ne sait pas comment le soigner. mhm, Et ce qu'on sait, c'est que ça peut arriver en gros n'importe quand. ok, Donc, voilà, donc prends ces médicaments, des bêta-bloquants, mhm, des choses des médicaments pour limiter le risque que ça se repasse et ouais, profite de ta vie. ouais, Donc moi, t'imagines, à 17 ans, j'étais j'étais au début assez choqué de ça. tu m'étonnes. Et puis aussi, tu sais, j'étais quelqu'un Ouais, j'étais assez timide, Mhm, voilà, un adolescent en fin d'adolescence, quoi. ouais, Et donc, ça m'a beaucoup choqué. Mais quelques jours après, je me suis dit, ah, mais en fait, ce truc, c'est un cadeau énorme mhm, parce que, ben, du coup, j'ai commencé à comprendre que ouah, s'il y a quelque chose qui me fait peur, s'il y a quelque chose qui me rend mal à l'aise, mais au final, ça n'a pas tellement d'importance parce mhm. que peut-être que à cause de ce problème cardiaque, peut-être que je serais plus là en fait demain. Et ça m'a mené à progressivement vivre chaque jour comme si c'était le dernier, à explorer cette manière de vivre. Mhm, Euh, et moi, quand j'avais 17 ans, donc à ce moment-là, pour être honnête, mon monde était beaucoup autour de voilà, mes amis, les filles, mhm, voilà. Et oui, je me rappelle que un de mes pensées à ce moment, c'était
oh, je suis trop jeune pour mourir maintenant. J'ai pas eu assez de petites copines, quoi. Ouais. Ouais, c'est normal de se dire ça à 17 ans. Enfin. Ouais, c'était ce que je m'étais dit. Et Mm. donc, ouais, tu vois, je voulais vraiment je voulais, ça a beaucoup changé ma façon de voir le monde. J'ai commencé à vouloir voyager, à voir le plus Mhm. possible le monde avant de peut-être mourir. Parce que tous les matins, pendant des années, bah, je devais prendre mes médicaments Mhm. et bah, ça me rappelait le matin, au début de la journée, waouh, qu'est-ce que je fais si c'est aujourd'hui, c'est mon dernier jour? Mhm. Qu'est-ce que je fais pas? Ouais. Et comment j'interagis avec les gens autour de moi? Mhm. Avec voilà, en portant ça en moi. Et puis aussi, ben, j'avais 17 ans, donc j'étais pas non plus forcément bah, très indépendant, ou voilà, j'allais encore à l'école, Mhm. au lycée. Donc, c'était pour moi, mon monde, c'était de gérer ça, en fait. Et ça m'a poussé à voilà, vouloir. Ouais, à 17 ans, ça m'a poussé à tellement casser des barrières mentales, Mhm. enfin, à me rendre compte que j'avais des barrières mentales sur plein de sujets, dont je pense qu'il était normal d'avoir des barrières mentales à cet âge, Bien sûr. voilà, autour de rencontrer des gens, de la confiance en soi, Mhm. voilà. Et tout ça, pour moi, j'ai vécu vraiment ben, un gros cadeau grâce à cette crise cardiaque qui a été de d'en ressortir vivant et indemne. Mhm. euh, et deux, ben, en fait, d'avoir cette sorte de crise de mes modèles mentaux, de cassage de mes croyances limitantes, de découvrir aussi tout ce monde, enfin, toute cette théorie de la croyance limitante. Mhm. Et, voilà, ça m'a énormément fait avancer parce que voilà, si je me disais, ah, je suis timide d'aller parler à cette personne, ben en fait, je me dis, bah en fait, attends, si je vais mourir demain, ça n'a pas d'importance, quoi. Mhm. Ce qui va se passer. Euh, Dès que j'ai eu 18 ans, Ouais. je suis parti en Asie, en Thaïlande. Euh, je voulais apprendre la boxe thaï en Thaïlande. Ok, ouais. Donc, j'avais déjà commencé à faire un peu de boxe et j'étais très attiré par l'Asie. Je Mhm. pense une partie parce que mon père, il est moitié vietnamien. Ok. Donc, voilà, j'ai toujours eu un peu cet attrait pour l'Asie et pour le découvrir. Et puis, mes parents m'avaient emmené en voyage aussi en Asie avec mes frères et sœurs, voilà. Donc voilà, je suis parti en Asie, j'ai 18 ans. Je vais en Thaïlande pour apprendre la boxe thaï dans une école de boxe Mhm. thaï, quoi, tout le monde parlait thaï, un peu anglais. Voilà, c'était super cool ça, et ça m'a vraiment donné encore plus envie de voyager, voir le monde. Et, et aussi, je me suis rendu compte que je voulais pas avoir d'une carrière conventionnelle, Ok. tu vois, d'une carrière de bureau, de corporate, Mhm. tu vois, dans les grandes entreprises. Et parce que, bah, en fait, c'est devenu, ouais, petit à petit, c'est devenu mon pire cauchemar, en fait. Et rien, voilà, j'ai rien contre les gens qui font ça. Je respecte, bien sûr, mais c'est devenu pour moi une image négative parce que bah, tu vois, je voulais surtout pas devoir passer ma vie voilà, à être dans des bureaux, à répondre à Mhm. des chefs et à être dans les intrigues corporate, Mhm. etc. Et alors que moi, en moi, je prenais mes médicaments tous les matins et je me disais, waouh, voilà, qu'est-ce que je fais si c'est le dernier jour, Mhm. quoi. Et vraiment, c'est dur à expliquer encore aujourd'hui voilà, qu'est-ce que ça fait, je pense, de vivre ça, pas Mhm. seulement de le penser, mais de l'avoir vraiment viscéralement, quoi. Euh, de l'avoir dans mon corps, Ouais. cette sensation.
de une sensation d'urgence, tu vois, mais aussi de relaxation parce que voilà, c'est une sensation d'essayer d'être ouvert, j'étais comme une sorte d'éponge un peu. Et Mhm. donc, je voulais à la fois, ouais, je voulais à la fois squeezer le plus possible tout le jus de la vie que la vie pourrait m'offrir, et en même temps, être une éponge et recevoir ou m'imprégner de tout ce que la vie pouvait m'offrir aussi. Mhm. Et à 19 ans, j'ai un deuxième épisode de tachycardie ventriculaire. Et là, je me rappelle beaucoup mieux. Donc, j'étais dans l'ambulance Mhm. et l'électrocardiogramme est à ma droite. Je suis allongé. Ouais. Il y a les pompiers ambulanciers autour de moi. Il y en a un qui dit, ouais, mais c'est pas possible. Son cœur, il bat trop vite. À cet âge-là, comment c'est Mhm. possible? Et, euh, et ouais, je regarde l'électrocardiogramme à ma droite. J'étais conscient tout le temps. Ouais. Et l'électrocardiogramme, il fait comme dans les films, tu vois, il est Ah, pour super saccadé. ouais, les trucs Et sismiques, presque comme les ouais, tremblements de terre, les trucs. comme un séisme. Ok, Et, et en fait, donc mon cœur bat extrêmement vite et très puissamment. ok. Donc au début, tu vois, c'est boum, 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 comme ça. Mhm. Et je vois l'électrocardiogramme qui dit 170, 180, 190, 200, Waouh. 210, 220, 230. Et je me dis, wow, c'est pas possible, mais si je survis à ça, il faut que je me rappelle de mon record. Mhm. Mon record, c'était 237 battements par minute. C'est Donc, incroyable. c'est comme ouais, 4 battements par seconde. Mhm. Bam, 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 comme ça. Et, donc, moi, je suis dans ce moment qui paraît long, mais c'était le trajet pour aller à l'hôpital. Et c'était bien une bonne demi-heure, quoi. Et en Mhm. fait, petit à petit, mon cœur, toujours à bas à la même vitesse, mais je sens il bat plus fébrilement, moins puissamment, tu vois. Au Mhm. début, c'est des gros battements, puis petit à petit, tu vois, des petits battements comme une feuille. Ok. Et ouais, à ce moment-là, je me dis, voilà, je sens que mon cœur est fatigué, je sens que ça commence à faire longtemps, qu'il est à 230 battements par minute, et que bah, je sais que en fait, c'est comme ça que ça s'arrête, quoi. Que, Mhm. euh, que quand ton cœur, quand un muscle est. Enfin, je me disais, voilà, si je fais trop de pompes à la boxe, à un moment, Mhm. il y a plus de Ouais, pompes possibles, quoi. mhm. L'échec musculaire. Mhm. Donc voilà, à ce moment, je me dis, j'ai ce moment ouais, dont je me rappellerai toute ma vie, où je me dis, waouh, trop content de tout de tout ce que j'ai vécu jusqu'ici. Si je dois mourir maintenant, je suis OK avec ça. Euh, Trop de chance, trop de gratitude de tout ce que j'ai vécu, surtout d'avoir vécu le premier épisode à 17 ans, Mhm. qui a été mon wake-up call, comme on dit en anglais, euh, mon point de bascule. Mhm. Et, et voilà quoi. Mais si je survis à ça, wow, mais ça va être, je vais célébrer ça jusqu'au reste de ma vie, quoi. Je vais absolument être, tu vois, je vais exploser de joie et je vais absolument vouloir, je me dis, ouais, je vais partager mon histoire, je veux vivre mes rêves, je veux Mhm. passer à travers mes croyances limitantes et je voudrais voyager, voir le monde, voilà, être encore plus Ouais, dans cette appréciation de la vie. ok. Et et voilà, j'arrive à l'hôpital et en fait, ça se,
la crise s'arrête. Donc les pompiers étaient prêts, j'avais les trucs sur le torse euh, pour faire un choc électrique. Mhm. Ça n'a pas été nécessaire. Mon cœur s'est remis de lui-même Ok. en marche, en marche normale. Donc je vois mon cardiologue qui me dit, bah voilà, prends double dose des médicaments. On ne sait toujours pas ce que tu as, on ne sait toujours pas comment le soigner. Et ben voilà, profite de ta vie. Et, euh, Ouais. et donc pour moi, waouh, c'est ce moment-là, je me dis, mais euh, ok, let's do it, quoi. J'ai vraiment envie voilà, je vois ça comme un cadeau. C'est certainement un des plus grands cadeaux de ma vie. Mhm. Et, euh, et donc, ben, à 19 ans, en fait, je trouve, ouais, je voulais voyager absolument. Je voulais Mhm. vraiment voyager dans le monde. Et je trouve un job chez Air France en tant que steward sur les vols long courrier euh, en mode saisonnier. Donc, en D'accord, ok, fait, ouais. je ne sais pas si ça se fait toujours, Mhm. mais Air France engageait des saisonniers pour être donc avec une formation accélérée qui Ouais. dure une semaine, où tu es une sorte de steward junior, quoi. Ok. Je savais Donc, pas que ça existait. ouais, donc c'était un job génial pour moi Mhm. parce que, ben, donc, imagine, euh, ah oui, donc voilà. Donc, imagine, ouais, je fais un vol pour Buenos Aires ou pour Mhm. Rio ou pour Los Angeles. Donc, j'arrive à, à Charles de Gaulle, à l'aéroport, tac, je vais au briefing de l'équipe de navigants. Mhm. Et, euh, et là, en fait, tu rencontres donc les gens qui vont être avec toi dans le vol. Donc, le chef de commandant de bord, enfin Mhm. voilà, toute l'équipe de navigants. Et ouais, j'adorais vraiment ce job parce que donc, bah, tu fais le vol en gros. Donc, ça peut durer, je sais pas, 10 heures de vol, un truc comme ça. Et, Mhm. euh, et là, bah, tu as plusieurs responsabilités, évidemment. La sécurité, la sûreté, le service, etc. Et, euh, et après, quand j'arrive à la destination, bah, c'était génial parce qu'on était logé dans des hôtels très sympas. Mhm. Euh, et en fait, on a ce qu'on appelle une rotation, c'est-à-dire tu avais entre 1 et 5 jours sur place euh, où tu attendais bah, pour prendre le vol retour. Ah, du coup, si tu pouvais profiter ensuite Ouais, de voilà, la du coup, qualité c'était du trop voyage, quoi. génial. Mhm. Exact, ouais. Donc, j'ai j'ai découvert plusieurs villes aéroportuaires du monde Mhm. tout en y travaillant, tout en étant payé pour voyager, quoi, en fait. Ouais. Donc, c'était super cool. Mhm. Et, euh, et puis, c'était plutôt bien payé. Donc, j'ai économisé, puis je vivais chez mes parents, donc j'économisais pour ensuite, après 6 mois de ce travail saisonnier, Mhm. j'ai organisé un voyage en Asie, mais cette fois pendant 1 an à peu près. Ok, ouais, quand Euh, même. et donc, j'ai commencé par aller en Thaïlande pour refaire un peu de boxe. Et puis, je Mhm. suis allé voyager ouais, pas mal dans l'Asie du Sud-Est, en moto en fait. Donc, j'ai Ok, acheté une ouais. moto au Vietnam. Et puis, donc ça, c'était il y a 10 ans, quoi. Voilà, j'avais 20 ans ou 19-20 ans, ouais. Mhm. Et ouais, c'était vraiment cool. Et ça répondait à ma soif de découvrir, Mhm. de rencontrer des gens qui vivent d'autres vies. Tu vois, je suis allé dans des villages très reculés dans les montagnes, au Vietnam, au Mhm. Laos, des endroits vraiment où il y avait pas vraiment de touristes qui y allaient à cette Mhm. époque-là, quoi. Et pendant ce voyage en Asie,
qui m'a aussi mené voilà, aux Philippines, mais en Chine aussi. En Chine, mon père, qui est moitié vietnamien, il me dit, enfin, quand par email, je sais plus, il me dit, ouais, ben, t'as une sorte de d'oncle du troisième degré de la famille qui Ok. vit à Shanghai. C'est un businessman, bah, tu devrais aller le rencontrer. Donc moi, j'étais à Wuhan Mhm. et voilà, je vais jusqu'à Shanghai et, pour rencontrer cet oncle. Et donc, je le rencontre pour la première fois et je découvre voilà, c'est un businessman qui vient de faire fortune parce qu'il a vendu sa boîte voilà, de marketing, de communication à Publicis. Et, Mhm. euh, et il me dit, bah, écoute, là, je suis en train de lancer une nouvelle entreprise. C'est importer du vin français en Chine pour créer une marque, pas avoir une bouteille avec le château, avec le vintage et tout, Mhm. mais voilà, une marque un peu plus tendance, avec Ok, ouais. une étiquette plus, Plus pop, quoi. plus Enfin, intéressante, ouais. voilà, Ok. ouais, plus jeune et tout. Mhm. Donc il me dit, mais voilà, est-ce que tu veux... Enfin non, c'est moi qui lui ai dit, mais... bah, ouais, c'est moi qui lui dis, j'ai envie d'apprendre le business, Mhm. j'ai envie de vivre en Asie, d'apprendre le business en Asie. Est-ce que tu veux bien que je bosse pour toi pour apprendre? Et, Mhm. euh, et donc, bah voilà, il me dit, OK, rejoins-moi. Trop cool. On lance cette boîte de vin, c'est le jour zéro. Mhm. Parce qu'il... Et donc, l'aventure en Chine commence. Je Ok. déménage, enfin, je reste du coup à Shanghai. Mhm. Et, euh, et je bosse avec cet oncle dans cette boîte de vin. Euh, À 20 ans, du coup. 20, 21. ouais, c'est ça, Ok. 20 ans à peu près, Ouais. 20 ans, 21 ans. Ok. Plus exactement, mais ouais, c'était ça. Et j'ai bossé pendant 3 ans pour Vince, il s'appelle Vince. Mhm. J'ai bossé pendant 3 ans pour Vince à Shanghai. Et c'était 3 ans vraiment, vraiment très intéressants, vraiment fou, un monde complètement différent pour Mhm. moi. Euh, Et aussi vraiment génial de découvrir la Chine. À cette époque, il y avait beaucoup moins je sais pas, de problèmes politiques ou Mhm. c'était moins dans les news et tout. C'était un peu comme un âge d'or, je sais pas, pour d'être expat Mhm. à Shanghai. Et en fait, notre job là-bas, c'était que mon oncle, il était bien connecté avec des distributeurs de vin. Mhm. Ok. Donc imagine un- une famille qui est responsable pour toute la distribution de vins et spiritueux Mhm. d'une ville entière. Mais en Chine, une ville, tu vois, de la taille de Paris, bah, c'est une Oui, ouais. ville normale, quoi. Pas une Ok, grosse, ouais, de grosse ville. plusieurs millions d'habitants, du coup. Ouais. Ok. Et donc, Et. ces distributeurs-là, ces personnes, ils sont passés à l'époque en l'espace de 10 20 ans, de très pauvres Mhm. à ultra riches, Ok, ouais. genre à multimillionnaires ou Mhm. milliardaires en euros, quoi. Ok. Donc, moi, c'était un monde que je découvrais qui n'était pas du tout mon monde, mais voilà, j'avais 20 ans et c'était excitant de découvrir ça. Mhm. Euh, et aussi dans ma recherche voilà, de qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je veux... je voulais en fait, enfin, je me posais la question à l'époque, c'était mais comment est-ce que je peux être libre de la contrainte, de l'argent, est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'argent Mhm. ou est-ce qu'il faut renoncer à l'argent pour avoir une certaine liberté? Mhm. J'avais beaucoup ces questions un peu philosophiques. Oui. Euh, et, euh, et aussi, bah, moi, c'est quoi ma place? Est-ce que je dois
euh, voilà, avoir une carrière conventionnelle mm, telle que Ouais. je le vois, enfin, telle que je le voyais Mhm. dans mon environnement familial ou dans, Ouais, alors que c'était ton euh, cauchemar il y a quelques années. oui, 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 c'est ça. Mhm. Et, ou alors, est-ce que je dois suivre ce que j'ai envie, ce que mon cœur me dit, Oui. euh, de pas faire ça, de faire ce que je veux, Mhm. de me laisser le temps de découvrir. C'était mes questions. Et j'avais identifié que, voilà, si tu trouves un mentor, ça peut, quelqu'un donc, qui est plus avancé que toi Mhm. dans un domaine spécifique, peut-être l'entrepreneuriat, Mhm. peut-être, voilà, tu vois, les langues, ou, bah, peut-être que ça peut t'aider, Mhm. peut-être que ça peut te faire avancer, pas forcément, enfin voilà, ça peut faire avancer plus vite, et les mentors, pour moi, au début, c'était beaucoup de livres. Donc, je Ouais. lis beaucoup de livres, euh, podcasts, etc. Mhm. Et puis, voilà. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec Vince. Bref, cet univers en Chine, nos clients, notre objectif, c'était, enfin, mon job, c'était, avec mon oncle, de l'assister pour que nos clients hum, soient contents, en gros. Ok. Parce que en Chine, t'as le concept du guanxi, qui Ouais. est que tu fais du business avec tes amis, avec des relations. Tu fais d'abord, la relation est plus importante Mhm. au début euh, pour faire ensuite du business. On est Ok. d'abord amis et ensuite on fait du business, Et du coup, à tu peu devais près. faire que tes clients étaient presque des amis pour pouvoir faire du business avec eux. Ouais, pas forcément amis, En tout cas, il y a une mais bonne entente, quoi. fallait créer, voilà, on crée La des événements. confiance. Mhm. Et on faisait des événements, mais par exemple, euh, mais quand je lui en parle maintenant, ça me paraît fou. J'ai même, non, j'ai pas honte, mais c'était vraiment fou que c'était un autre monde, tu vois. Un événement qu'on faisait, c'était on a fait une fois une private jet party. Ok. Euh, tu vois le film avec Jordan Belfort là, comment ça s'appelle? Wolf Loup of de Wall Wall Street? Street? Ouais. Ouais, tu vois la scène dans l'avion privé là où ils font Ils prennent un peu tout et n'importe quoi et ils font un peu tout et n'importe quoi. ouais voilà, bon c'était ça mais Mm. sans les drogues, Ok. Ah tu oui, ok, vois. ouais. Voilà, en fait nos clients c'était donc des anciennes mafias, des vieilles old mafias on dit. Ok. Donc t'imagines voilà, le gars, il a une cicatrice qui fait tout là jusque dans le cou. Il a un entourage, il y a Mm, euh, ouais, voilà, ses clients, leur monde, c'était. Ce qui importait pour eux, c'était. Ou en tout cas, moi, la manière dont je le voyais à l'époque, c'était le luxe, mhm. les voitures rapides, Ouais. le vin et l'alcool, euh, les femmes. Mhm. Et voilà, c'était à peu près ça, quoi. Ok. Et l'argent, Ouais, bien sûr. ça c'est sûr. Donc voilà, moi, c'est pas du tout mon monde, mais j'ai quand même découvert ça. J'ai quand même, voilà, c'était intéressant pour moi à 20 ans de me dire, waouh, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que. Et t'as été dans des Euh, fêtes comme ça, du coup, où tu préparais juste? Est-ce que tu y assistais? ouais, donc les deux, les deux. Ah ouais, ok. Ouais, Ah, ça ouais. doit être fou de se retrouver. Bonjour, Parce que j'ai tu vois, 20. on était une Hmm. marque de vin, Ouais. et donc aussi très lié au monde de la nuit, au Mhm. nightclub, etc. Donc organiser des parties, des fêtes Mhm. dans les nightclubs, organiser voilà, des expériences. Un jour, on avait organisé de se faire sponsoriser des voitures, des Ferrari, Mhm. pour inviter nos clients à Shanghai Ouais. pour qu'ils fassent des courses de voitures. Tu vois, Ok. pour qu'ils soient contents. Ok, c'est assez ouf Donc quand même voilà, comme, comme expérience. des trucs comme ça, des expériences comme ça.
Euh, C'était super intéressant comme expérience pour moi. J'ai appris Mm. beaucoup de choses. Et j'étais pas heureux parce que c'était pas mon monde. Ouais. C'était pas Voilà, j'ai découvert que c'était pas mon truc. J'ai Mhm. rencontré des gens qui étaient milliardaires et qui étaient déprimés. C'est Mhm. trop un cliché, mais c'était Oui, vrai oui. finalement. Et de le voir, c'était intéressant pour moi. Donc, mais et tout ce temps-là, je prenais encore mes médicaments tous les jours. J'étais Oui, en plus, encore ouais. dans cette situation. Mm. Et donc, dans cet état d'esprit, voilà, ben, si je vis ma vie. Ouais, non, je veux dire, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, ben, si je vis ma vie tous les jours comme si c'était le dernier, mais je suis toujours vivant. Et Mhm. mais comment je fais en moi une autre question philosophique, c'est bah, Mm. qu'est-ce que je fais du coup? Mhm. Euh, je me suis aussi tourné, je me rappelle, vers le stoïcisme à l'époque, Ouais. c'est-à-dire Ok, ouais. euh, voilà, de vivre, de contempler sa mort, et d'en tirer voilà, des bienfaits, des choses, Mhm. des insights, etc. Et, euh, Et du coup, progressivement, je me suis dit, ouais, je veux aussi quand même avoir, ça fait plusieurs années que je suis dans cet état d'esprit et avec ce problème cardiaque, mais je voudrais aussi avoir une vision pour le futur, quoi, Mhm. parce que c'est important pour moi maintenant. Et, euh, euh, et du coup, quand j'étais à Shanghai, je vivais dans le quartier japonais, Mhm. Gubeilu, et là-bas, j'ai découvert le matcha. C'est un thé Ok, japonais ouais. Mhm. qui est très. Enfin, à l'époque, je comprenais pas trop, mais tu vois, j'étais déjà très passionné par l'été, par le goût, par le voyage gustatif qu'un thé Mhm. peut te faire découvrir. Mais aussi comme le vin, en fait, Oui, bien sûr. j'ai aussi découvert qu'il y a beaucoup de parallèles entre les thés et Mhm. les vins. Ouais. Il y a des terroirs, il y a des cépages, il y a des techniques de production, Mhm. il y a des fermiers et des producteurs, Mhm. etc., etc. Et en Chine, j'avais découvert j'avais été voyager dans plusieurs endroits qui font du thé. Donc les Chinois sont très forts en thé, il y a des thés de super haute qualité. Enfin, je veux dire, il y a une grande richesse de thé Mhm. là-bas. Bref, je découvre le matcha à Shanghai et dans le quartier japonais. Et à cette époque aussi, je me disais, oh, ce serait cool si un jour je ramenais un produit, une trouvaille de mes Mhm. voyages en France, Mhm. en Europe. Et je me dis, ouais, le matcha, je sais pas, c'est pas très connu quoi en France, il y a 10 ans. Mhm. Il y a 10 Et, ans, ouais. euh, et puis, quand je rentrais en vacances, ou pour Noël, je sais plus, en France, ben, je voyais dans les supermarchés ou dans les grandes surfaces ou dans les magasins bio, il y avait pas vraiment de bon matcha. Mhm. Et du coup, ça a été ça je me suis dit, ok, ça peut être ça mon truc. Et j'ai créé Kumiko Matcha, mon entreprise toujours aujourd'hui, Mhm. qui s'est créée il y a 9 ans, Ok, ouais. avec la mission de faire découvrir le thé matcha premium et bio authentique du Japon. Ok. Et de faire découvrir les histoires des fermiers, des personnes, des humains qui sont derrière ce produit. Mhm. Et ouais, parce qu'un autre truc que je trouvais, enfin, qui pour moi était bizarre, c'était que on vend, enfin, quand on va dans un magasin, on achète une chose. On achète un Mhm. truc, je sais pas, un produit ou un aliment. Mais on voit très peu ce qu'il y a derrière. Mhm. Le travail derrière, les humains derrière, l'histoire. Et en fait, parfois, l'histoire, elle est pas très belle derrière Non. certains produits. Et, bah, mais derrière d'autres, il y a une belle histoire. Il y a quelque chose qui vaut le coup d'être partagé. Mhm. Donc,
Donc du coup, voilà, c'est ça ce que je fais avec Kumiko Matcha. C'est de faire découvrir le matcha, de partager les histoires des personnes derrière ça, et aussi de partager l'histoire du bio, en fait, de l'agriculture bio, ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire là-bas, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour les fermiers Mhm. qui font ça, pourquoi ils font bio, pourquoi pas, etc. Ok, ouais. Donc ça, c'est voilà, c'est mon histoire. Et pour finir, à 23 ans, donc à peu près 5 ans après la première crise cardiaque, Mhm. j'ai été guéri. Ok. Donc les docteurs j'avais un contrôle de routine, entre guillemets, où en fait, ils te placent, ça s'appelle un holter, te place des électrodes sur toi et tu dois garder la machine avec toi pendant 24 heures. Mhm. Et donc, ça enregistre l'activité cardiaque pendant ce temps. Bref, après, à l'issue de ce process, mon cardiologue me dit, ah, on pense qu'on peut t'opérer, on pense qu'on peut te guérir. Et donc, voilà, viens à l'hôpital. Mhm. Et je suis opéré, ils font passer une sonde par l'artère fémorale dans la jambe. Ok, ouais. Il faut remonter ça jusqu'au cœur et il fallait... le cœur, c'est un organe très électrique. Mhm. Et il y avait ce qu'on appelle une dérivation qui, qui perturbait le rythme, qui créait des Ok, ouais. arythmies Comme un faux et qui contact, du faisait coup. que... Ouais, comme un faux contact, on va dire. Ouais. Ouais. Ok. Enfin, je suis pas sûr exactement, mais c'était ça. Et Ok. il fallait donc couper ce lien, ce faux Ouais. contact. Et donc ça se faisait en brûlant quelque chose dans le cœur. Ok. Voilà, et du jour au lendemain, après l'opération, je me réveille et je suis, je suis guéri, quoi. J'ai plus de médicaments à prendre, plus de, de chances de mourir n'importe quand de Mhm. ces problèmes. Enfin, je veux dire, pas plus que n'importe qui, quoi. Ouais. Ok. Donc, ouais, pour moi, à ce moment-là, ça a été vraiment un moment important, euh, mais aussi un moment déstabilisant. Parce que quand tu vis, enfin, j'avais vécu déjà pendant 5 ans avec voilà, ces médicaments tous les jours, Mhm. avec cette question chaque jour, qu'est-ce Mhm. que je fais si c'est mon dernier jour, qu'est-ce que je fais pas, etc. Et, et du coup, voilà, en être libre, ça a été à la fois beau et à la fois un peu difficile. Et, Ouais, j'imagine. mais j'en ai retenu, voilà, de toute cette expérience, j'en ai retenu une leçon ou voilà, quelque chose que j'aime partager. C'est cette manière de vivre à la fois comme si j'allais vivre, comme si j'allais mourir demain, Mhm. et en même temps comme si j'allais vivre pendant très longtemps. Ouais. D'essayer, voilà, d'utiliser d'allier ces deux opposés en fait. Mhm. Euh, et parce que je remarquais qu'on est peut-être soit trop dans l'un ou soit trop dans l'autre. Mhm. Peut-être qu'on est un peu trop dans le travail, qu'on est un peu trop, on pense qu'on va vivre pendant très très longtemps, mais en fait, peut-être pas. Et Mhm. du coup, ça aide de regarder la perspective de, waouh, qu'est-ce que je fais si je vais mourir demain? Mhm. Comment je dis aux personnes autour de moi que je les aime? Comment, voilà, quelles expériences, quels moments for life je vais organiser avec mes amis, Mhm. qu'est-ce que je vais apporter aux autres, et, etc. Et puis peut-être aussi, on est peut-être parfois, peut-être que tu te sens, enfin, peut-être qu'on est trop un peu dans ce mode, je vais mourir demain, Mhm. mais voilà, comment est-ce que je peux organiser ma vie pour arriver là où je veux dans 5 ans, dans 10 ans, Mhm. dans 30 ans? Comment, comment faire pour voilà, comment avoir des projets, voir un peu plus à long Mhm. terme. Ouais, c'est vraiment bien que tu aies réussi à avoir ce juste milieu parce que alors, il y a plein de choses que j'ai envie de dire suite à tout ça parce que je trouve ça assez incroyable.
Mais tu disais à un moment que tu avais trouvé un petit peu un refuge vers le stoïcisme et ils ont vraiment cet adage qui était memento mori. Souviens-toi que tu peux mourir et tu l'as. Autant chez les stoïciens, il y avait vraiment ces exercices pour se représenter ça. Autant toi, tu l'avais vécu deux fois, du coup. Mm. Et effectivement, tu as eu une réaction assez incroyable parce que il y a l'inverse de ça, des fois, c'est le carpe diem, c'est cueille le jour, chez Ovide, je crois. Et à l'inverse, tu as plein de personnes qui vont dire, ah, bah, de toute façon, je m'en fous, je peux mourir demain, donc je fais nimp, en fait. Et du coup, je profite pas de ce que la vie peut m'offrir. Et à l'inverse, d'autres personnes qui, ça peut être ça, mais ça peut aussi être le fait de procrastiner, repousser tous nos projets et nos rêves au lendemain, sauf qu'à un moment, il y a plus de lendemain. Donc, tu as vraiment réussi à choper ce juste milieu, à la fois à te dire comment est-ce que je peux profiter de ce temps qui m'est imparti, mais tout en ayant une forme de quête presque spirituelle, disant bah, à quoi je peux passer mon temps si ça doit être le dernier, ou si ça peut être le dernier avant le prochain, le prochain, le prochain, le prochain. Mm. C'est assez incroyable. Et, euh, et je comprends l'idée que, est-ce que du coup, quand tu as appris que tu pouvais guérir, est-ce qu'à un moment, tu as même hésité? Ça paraît peut-être con, ma question, hein, mais Non, je crois pas avoir hésité. Je pense que non, je pense que c'était évident voilà d'accepter d'accepter d'être guéri. Après, oui, effectivement, ça a été intéressant comme challenge personnel de de toute cette histoire en fait qui est aussi très liée à mon identité. Mhm, Mais à un moment aussi, euh, comment dire, cette identité, cette histoire, donc elle fera toujours partie de moi. Mais aussi, le challenge a été de pas n'en faire euh, de faire que ma vie à propos de ça, mhm, quoi. ouais, Euh, donc, donc ouais, non, ça a pas été un doute de vouloir guérir quand même. Parce que justement, j'adore la vie en fait. mhm, Je suis très très reconnaissant d'être vivant, donc mhm, je voudrais que ça continue. mhm, Et, euh, et ouais, cette expérience, ça m'a donné cette sorte de sens assez aigu ben de l'appréciation de la vie, quoi. Et je mhm, pense que d'autres gens qui ont été malades, qui ont eu des cancers ou qui ont eu des expériences, euh, enfin, des proches de mourir, euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui comprennent mhm, de manière viscérale ce truc voilà, la vie, ça peut être quelque chose de très beau et, et ça vaut le coup d'être vécu, quoi. Ça mhm. vaut le coup de Et, continuer. et est-ce qu'aujourd'hui tu conserves un petit peu cette forme de sagesse en disant, bon, ok, encore un jour de plus, merci pour ça, voici ce que je peux faire, ou ton mindset a un petit peu switché? C'est sûr que, tu vois, ça fait maintenant 8 ans que je suis guéri. Ouais. C'est sûr que j'ai évolué, j'ai changé, Mhm, donc heureusement. Mais oui, je continue quand même à avoir cette connexion avec la gratitude, je crois. Enfin ouais, je pense. Je suis tous les jours trop heureux voilà, d'être vivant, d'être en bonne santé, de pouvoir faire voilà, d'avoir fait mes choix, de faire ce que j'aime faire, mhm, euh, et puis d'être entouré des gens que j'aime aussi. mhm, Donc, euh, donc ouais, ça c'est quelque chose ça aide beaucoup, quoi. Je pense mhm, ça m'a beaucoup aidé et
c'est d'avoir vécu cette expérience et de comprendre voilà, que la vie, ça peut être très fragile Mhm. et, euh, et donc, du coup, bah, à nous d'en faire ce qu'on veut, à nous de l'infuser d'une mission ou d'une Mhm. passion. Mm. Et, du coup, il y a effectivement cette fragilité de la vie. Est-ce que tu as un rapport particulier à ton corps? Est-ce que tu prends soin de toi? Parce que de nos jours, c'est assez courant. Enfin, il y a pas mal de personnes pour qui c'est OK de faire du sport, de s'alimenter, pas fumer, pas trop boire, etc., etc. Est-ce que toi, tu as étant donné que si tu cultives cette gratitude de pouvoir être encore en vie, et que c'est ton corps, du coup, qui te permet de l'être, est-ce que tu as un rapport particulier à ça? Est-ce que tu fais attention à ce que tu fais? Ou au contraire, enfin, ou dans un juste milieu, tu te laisses plutôt aller à la spontanéité? Est-ce que du coup, ça a développé peut-être chez toi une forme pas d'hypocondrie, mais d'hygiénisme? Mm. Mm. Je pense les deux, dans le sens où, justement, ouais, tu vois, c'est ça mon truc, c'est deux opposés, c'est d'essayer de vivre les deux en même temps. Mhm. Donc, oui, à la fois, je fais du sport, mais parce que j'ai toujours aimé ça, la Ouais. boxe, le yoga, un peu de course. Donc, euh, donc par envie et aussi parce que oui, je sais que c'est bien de prendre soin de son corps. Mhm. Peut-être que ça peut faire vivre plus longtemps, enfin, certainement. Mhm. Et en même temps, ben voilà, je ne me prends pas non plus la tête si, si, euh, si ça, je sais pas, si j'ai raté ma session de yoga ou Ouais. quelque chose comme ça, quoi. Mhm. Donc, ouais. Mhm. Et, est-ce que t'as déjà développé une vision sur le long terme? Est-ce que tu as déjà une idée où tu t'imagines dans 10 ans, par exemple? Alors, j'ai dans tout ce process depuis que j'ai eu mes crises cardiaques, j'ai mentionné un peu les croyances limitantes. Mhm. Et en fait, pour moi, ça a été un énorme sujet que j'ai beaucoup creusé. Parce qu'en fait, c'est pas juste ma crise cardiaque à 17 ans qui a fait disparaître mes croyances Ouais. limitantes. Mhm. Ça m'a aidé parce que j'avais ce truc de, bah ok, tu peux mourir demain, donc autant le faire. Mhm. Euh, Autant, voilà, aller, si je suis timide avec une fille, autant lui parler, autant la draguer, etc. Ou si je suis, après, plus tard, quand j'étais plus adolescent, bah, si je sais pas, si j'ai des peurs autour de voyager ou des peurs quelconques, voilà, autant Mhm. le faire. Mais c'est pas que ça qui m'a aidé. En fait, du coup, j'ai été très passionné par ce sujet des, des, des croyances limitantes, comment les identifier et comment les renverser. Et, euh, et donc, il y a un livre, l'auteur s'appelle Maxwell Maltz, s'appelle Ouais. Ah oui, Psycho-Cybernetics. ouais. Mhm. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui est je l'ai lu il y a longtemps, du coup, maintenant, mais c'est l'histoire d'un gars qui est chirurgien esthétique Mhm. et ses clientes viennent le voir parce elles pensent qu'elles ont un nez qui est moche, Mhm. mais lui, il trouve que leur nez est tout à fait normal. Et donc, il se met à étudier ce principe, enfin, voilà, ce truc de la croyance. Mhm. Et, et en fait, il découvre par des interviews avec des grands sportifs à l'époque, il découvre et il met au point une méthode où, en fait, tu vas dans le théâtre de ton imagination Mhm. et tu visionnes, tu fais une vision de ce que tu veux, en fait. Mhm. Je crois que l'exemple qu'il prenait, c'était un joueur de basketball qui lui avait raconté que voilà, avant un match, eh ben, il, il s'isole, quoi, dans sa tête, en méditation, entre guillemets, il va jouer le match, en fait. Mhm.
des centaines de fois ou des Ouais. dizaines de fois. Donc, genre, vraiment avec une sorte d'imagination, un développement de l'imagination très riche, voilà, il va sentir le ballon sur sa main, il va sentir le terrain, Mhm. ses coéquipiers et tout et tout. Ce qui fait que quand il va arriver sur le vrai match, dans la vraie vie, eh ben, il aura vécu le truc déjà des dizaines de fois. Mhm. Et Maxwell Maltz, il dit que donc, notre cerveau fait pas vraiment la différence entre l'expérience qu'on a imaginée et l'expérience qu'on a vécue. Ouais. Donc, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup creusé ce sujet. J'ai beaucoup bossé pour identifier mes croyances limitantes. Donc, bah, pour nos auditeurs, c'est par exemple, en fait, ouais, l'identification, c'est comment en fait, voilà, tu es face à une situation qui te met mal à l'aise. Mhm. Et généralement, ce mal-être, il est localisé quelque part dans ton corps, Ouais. peut-être dans ton ventre, peut-être dans ta gorge ou ailleurs. Et, euh, et ça, c'est la première étape, localiser où c'est en toi. Et puis ensuite, c'est essayer de le formuler. Par exemple, je sais pas, un très simple, c'est genre, euh, voilà, j'ai peur de parler à des inconnus. Mhm. Ou voilà, je suis mal à l'aise de parler à des personnes, à des inconnus. Mhm. Euh, ok, donc là, tu l'as formulé. Et en fait, le truc, c'est d'utiliser une formule qui est je, Mhm. l'état final que je veux et les émotions que ça me fait ressentir dans mon corps. Ok. Et donc, par exemple, dans le cas de je suis mal à l'aise de parler avec des inconnus, ça peut être, par exemple, j'adore parler avec des inconnus et découvrir de nouvelles personnes. Et ça me fait ressentir beaucoup de joie et de confiance en moi. Mhm. Donc, je, état final et les émotions. Donc, cette phrase, tu l'écris et, euh, et tu la lis tous les jours. Et non seulement tu la lis, mais quand tu la lis, tu la La vis. vie, ouais. C'est-à-dire, Mhm. tu la vois dans ton imagination, tu es avec et tu la vis. En fait, c'est super, bon, ça peut paraître bizarre, Mhm. euh, mais ça marche vraiment bien Mhm. euh, du moment que tu le fais. Et Ok. donc moi, j'ai fait ça avec. C'était mon truc, quoi. C'était vraiment parce que, tu vois, je me disais, mais je peux mourir demain. Je veux vraiment faire ça. Je sais pas, voyager tout seul en Asie. Je veux vraiment parler à cette personne qui m'attire Mhm. parce qu'elle a l'air cool ou parce qu'elle est belle ou blablabla. Je veux vraiment créer un truc qui est complètement hors de ma zone de confort. Mhm. Par exemple, mon entreprise ou un projet. Mais, il y a un truc qui me bloque. Mhm. Et même si je sais que je peux mourir demain, bah, ça me Bloque bloque quand quand même, même ouais. à un Mhm. moment. Donc, tu vois, j'ai beaucoup, beaucoup bossé sur ce sujet. Comment faire pour éviter mes blocages et je sais que voilà, je suis pas le seul, qu'on a tous, presque tous, ce genre Mhm. de blocage. Bien Et sûr. c'est une période géniale dans sa vie quand on- quand on transcende ces croyances limitantes. Mhm. Et donc, ouais, pendant plusieurs années, j'avais ce que j'appelle mon mindset pack, Ok. qui est donc un document imprimé avec tous mes, toutes mes phrases euh, que j'appelais, enfin, d'ailleurs, c'est Maxwell Maltz de Psycho-Cybernetics qui appelle ça comme ça, c'est les vers d'imagination constructive. Mhm. Et donc, avec ces vers d'imagination constructive, eh ben, tu les lis tous les jours. Voilà, je suis super excité de rencontrer des nouvelles personnes. Ça me donne Mhm. de la confiance en moi et ça me rend joyeux. Mais ça, en fait, quand tu le lis tous les jours et que tu le visionnes et que tu ressens aussi l'émotion qui est écrite en toi, qui est écrite, eh ben, euh, ton cerveau, petit à petit, il s'adapte. Au bout d'un mois,
as lu ça tous les jours et que tu Mhm. as fait ce petit exercice qui dure 5 minutes, et bien, au bout d'un mois, T'es tu as conditionné, quoi. évolué. Mhm. Ouais. Au bout d'un mois ou au bout d'une semaine ou au bout de 3 mois, Mhm. ça dépend de Ouais. quoi on parle. Mais voilà, moi, ça a été un gros travail, ça m'a énormément aidé. C'est un exercice que je peux que recommander, que je recommande beaucoup d'ailleurs déjà aux gens, que j'ai déjà recommandé aux gens autour de moi et qui est vraiment, vraiment, qui peut vraiment changer la vie. Mm. En tout Ok. cas, moi, c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup poussé, ou aidé, en tout cas, dans ça. Et puis, ouais, et puis, bon, je sais pas, je peux continuer, hein, j'ai d'autres choses à Bah, dire. Et tu me dis, c'était surtout pour savoir si du coup tu arrivais à cultiver une vision à long terme. Est-ce que à 41 ans, tu sais où tu seras? Ou ah oui, justement, oui, oui. Oui. Donc, ouais, donc dans ce Mindset Pack, j'avais ouais. aussi ma vision à 20 ans. Ok. Ah oui, ouais, Tu propre vois, critère du j'avais coup. Ouais. vraiment ce truc d'avoir une vision à 20 ans, et aussi d'avoir une journée idéale. Donc, Ouais. dans ces deux, tu vois, la Mhm. journée, comme si j'allais mourir demain, et Mhm. comme si j'allais vivre pendant Toujours très cet longtemps. entre-deux, ouais. Ouais, voilà. Mais donc, ouais, pendant pas mal d'années récentes, je lisais ma vision à 20 ans tous les jours. Mhm. Aujourd'hui, je le fais plus autant. C'est plus quelque chose que je regarde de temps en temps, ou je travaille plus avec une vision annuelle. Ok, ouais. Voilà, Ce qui est cette déjà pas année, mal. ma vision, c'est mon, mon envie, etc. Et, et voilà, je pense que voilà, je me sens bien comme ça, d'avoir une Mhm. vision annuelle. Donc tous les ans, en début d'année, en fait, je, je prends mes, mes hauts et mes bas de Mhm. l'année. Donc je regarde, je fais une petite méditation ou un exercice qui mêle aller dans la nature, réfléchir voilà, au mois par mois de l'année qui s'est passé. C'est quoi les expériences qui étaient des highs, Mhm. en anglais, ouais, qui étaient des Des belles hauts. Ouais. expériences, des hauts, et les expériences qui étaient des lows, donc des moments difficiles, etc. Et en fait, l'idée, c'est que voilà, donc notre vie, on la vit beaucoup avec ses hauts et bas, Mhm. et, euh, et c'est aussi beaucoup ces expériences-là qu'on se rappelle le plus, Mhm. euh, dont on se rappelle le plus. Et du coup, Euh, mon exercice, voilà, c'est de revue annuelle, c'est de d'écrire ses hauts et ses bas, Mhm. euh, ses moments for life, ses moments difficiles, et, et ensuite d'en tirer des leçons. En fait, Mhm. chaque grande expérience, qu'elle soit négative ou positive, il y a des leçons, des enseignements qui peuvent en Mhm. être tirés. Euh, et avec ça, de d'emmener avec soi dans le futur. euh, ces leçons, ces Mhm. enseignements. Et aussi de laisser derrière certaines choses, Mhm. certaines expériences, voilà, il y a des enseignements, des leçons de vie, des trucs qu'on décide de laisser derrière soi. De toute façon, on ne peut pas en faire grand-chose. Des fois, elles nous appartiennent encore parce qu'elles font partie de nous, mais ça sert à rien forcément de les cultiver. Euh, Ouais. on touche à la fin de cette émission. Il me reste trois petites questions pour toi. Est-ce que en Ok. dehors, alors tu as parlé de psychocybernétique de Maxwell Melman, qui il me semble qu'il n'existe plus en français, mais je le recommande aussi également. Mais est-ce que tu aurais un autre livre qui t'a marqué, que tu vous dis, il faut absolument que tout le monde lise ça? Hmm. Euh, J'en ai pas qu'un, on va dire j'en ai trois. On va dire, ça, c'est trop Ouais, difficile d'en choisir qu'un. oui, j'imagine. Donc, un de mes livres préférés, c'est euh, Shantaram. Donc, c'est un roman. Ok. C'est l'histoire d'un gars qui s'évade c'est entre guillemets autobiographique, mais mêlé à de la fiction. Mhm. Et donc c'est un gars qui s'échappe
d'une prison haute sécurité en Australie, je crois. Ok. Et ses amis lui donnent un billet, un sac à dos qui Mhm. contient c'est un sac à dos médical Ok. et un billet d'avion pour l'Inde, pour Bombay. Ok. Et donc, c'est son histoire qu'il raconte. Ok. Un livre absolument génial. Mhm. Deuxième livre qui m'a beaucoup marqué, donc difficile à choisir, hein. Oui, donc je dirais Ken Wilber. Ken Wilber, c'est un auteur qui m'a énormément marqué, que j'ai découvert grâce à mon ami et mentor Bruno Marion, Ok. que tu devrais peut-être interviewer d'ailleurs. Bah ouais, Ça peut être intéressant. ça aurait été une Et bonne question. Ken Wilber, c'est un philosophe qui a développé ce qu'on appelle l'approche intégrale. Ok. Est-ce que tu connais? Ça, je connais l'approche holistique, mais intégrale, je vois pas quelle pourrait Ouais, être la ça différence. pourrait t'intéresser. Mm. Donc, ouais, c'est vraiment un auteur, pour moi, un des plus grands philosophes au monde et en plus vivant. Ok. Donc, je vais pas entrer dans les détails parce que c'est assez, ça va un peu trop rallonger, mais vraiment quelque chose de puissant. Enfin, si je peux pas résister. En gros, il a créé, enfin, il a popularisé plusieurs sortes d'axiomes dans sa théorie, mais l'un d'eux, Mhm. c'est l'un des concepts, c'est le beau, le bon et le vrai. Ok. Et c'est que voilà, quand tu développes quelque chose, que ce soit un projet, une idée, une façon d'être, un produit, voilà. C'est une lunette pour voir toute chose, et tu peux voir cette chose sous ces trois angles, le beau, le bon et le vrai. Mhm. Donc, par exemple, je te donne l'exemple de mon... donc, moi, ça m'a beaucoup guidé Ouais. quand j'ai connu ça. Ça fait à peu près 6-7 ans. Euh, et ça m'a guidé dans mon entreprise. Ça, c'est un de Mhm. mes produits, c'est un thé matcha. Ok. Et du coup, le beau, c'est Mhm. le design, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est quelque chose qui est en toi, dans ton jardin intérieur, Mhm. donc qui est subjectif Ouais. et qui est individuel. Mhm. Le bon, c'est quel est le rapport de cet objet, ou de cette idée ou de n'importe quoi. Quel est le rapport de cet objet avec les autres? Ok. Que ce soit les autres, donc les autres humains, mais aussi les Mhm. autres non humains, Ok. la planète, la nature. Mhm. Ce matcha, en l'occurrence, il est bio, Ouais. c'est-à-dire qu'il est cultivé sans pesticides, sans fertilisateurs chimiques, euh, et il y a une communauté autour de tout ça. Mhm. Et le vrai, c'est qu'est-ce que tu peux en voir, euh, enfin, c'est l'état objectif et extérieur, c'est l'observation extérieure et objective de cet objet. Par Ok. exemple, pour un thé matcha, Mhm. c'est bah, et quelles sont ses informations nutritionnelles? Mhm. Est-ce qu'il apporte quelque chose de manière scientifique, Ouais. etc. Donc voilà, c'est un exemple très très rapide sur mes produits, mais moi ça m'a beaucoup beaucoup guidé Mhm. comme philosophie de vie, comme philosophie de business, comme Mhm. philosophie de relation. Et en fait, si tu appliques ça et que tu te demandes, voilà, euh, comment appliquer ça à ma vie, on trouve parfois qu'on est un petit peu trop dans l'un des cadrans que dans Ouais. l'autre. Mhm. Ok. On est peut-être un peu trop dans le vrai et Mhm. pas assez dans le beau, ou peut-être l'inverse, Ouais. Trop dans le etc. beau, passer dans le vrai. Donc, Ok. voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. D'accord. Ok. Voilà, sur recherche sur moi, l'approche intégrale, Ken Wilber, à Kumiko Matcha. Ok. Ouais, j'ai une vidéo là-dessus sur YouTube. Je mettrai Voilà, le donc Ken lien. Wilber. Et, euh, et j'ai évolué après de Ken Wilber, après Ken Wilber, j'ai découvert Bill Plotkin, qui a Ok. écrit un livre qui s'appelle Nature and the Human Soul, Ok. donc la nature et l'âme humaine. Lui aussi, qui m'a beaucoup, beaucoup
beaucoup apporté, beaucoup bouleversé. En fait, Ken Wilber, pardon, Bill Plotkin, il a créé un modèle de l'évolution humaine euh, qui, qui, donc qui part de quand tu es un bébé, quand tu es un nourrisson, Mhm. jusqu'à, si tout se passe bien, quand tu es un vieillard et que tu D'accord, ok. meurs de vieillesse. Ok. Et donc son modèle, il est basé beaucoup sur l'interaction entre la nature et les humains, Ok. la nature et la culture, en Mhm. fait. Et, euh, et c'est super, super intéressant parce que c'est basé beaucoup sur le... Voilà, en fait, chaque stade de la vie, euh, on a on a une mission, on a des tâches, on a un cadeau à offrir Mhm. et, euh, et on a un cadeau en soi Ok. qu'on a pour nous. Et par exemple, il y a euh, en fait, ça décrit aussi notre évolution de quand on passe de égocentrique à, Juste je l'idée sais pas le de. dire en français, mais à world-centric Ok, et ouais. ensuite à cosmocentric. Donc, Mhm. c'est-à-dire que quand tu es un nourrisson, en fait, Mhm. bah, tu as un mode de pensée ou de vie qui est égocentrique parce que Mhm. tu ne fais pas encore la différence entre toi Et la mer, et par exemple, et le reste du les monde. objets autour de toi. Mhm. Ouais. Je crois que, enfin, il y a des études là-dessus où, voilà, les nourrissons Mhm. ne font pas trop la différence Ouais. entre eux. Puis leur ego, ensuite l'ego se développe. On passe par une phase égocentrique. Et en fait, à un certain moment de la vie, qui se passe généralement en fin d'adolescence, Mhm. généralement, selon Bill Plotkin, on est censé avoir des expériences qui nous font entrer dans une période où on est dans un cocon et où on se métamorphose pour ensuite, euh, ouais, autour de la vingtaine ou de la trentaine, pour ensuite sortir comme un papillon Mhm. avec les cadeaux qu'on peut offrir au monde, Ouais. qu'on a développés pendant cette période de cocon. Ok. Mais le problème, c'est que on est beaucoup d'humains à rester bloqués dans la phase Mhm. égocentrique, dans la phase où on prend, où on n'a pas d'éveil par rapport Mhm. à notre écosystème, par rapport à la nature, etc. Là-dessus, j'ai aussi fait une interview d'ailleurs avec mon ami Bruno Marion que j'ai Ok. mentionné sur cet auteur, Bill Mhm. Plotkin, qui vraiment est ouais, un de mes préférés. Moi, c'est des gens que je connaissais pas, donc je pense que je vais aller les lire parce que ça m'intéresse. Ouais, Cette bonne idée du coup découverte de. Ouais. et avec plaisir si tu veux en rediscuter Mhm. Ah bah ouais, en enregistrement ou hors mhm. enregistrement. Ouais. Ah ouais, avec plaisir, parce qu'il y a vraiment cette idée vraiment de cette unicité, c'est plutôt ce que Freud appelait le sentiment océanique, où tu as vraiment l'impression de faire un avec l'univers autour de toi. Et du coup, d'une certaine manière, il y a un petit peu ce retour où si tu arrives à vraiment à embrasser vraiment tout cet univers, de devenir une créature du monde, tu redeviens un petit peu assez proche du coup de l'animal, enfin non humain, ce qui est le nourrisson est beaucoup plus proche de l'animal non humain, étant donné qu'il ne fait pas la différence entre lui, les autres et compagnie. Et après, il y a le processus d'individuation qui arrive. Non, c'est assez fort. Ouais, bah voilà. Ce que tu décris là, je crois que ensuite il y a eu Jung Ouais. qui a fait évoluer cette pensée. Mhm. Et du coup, bah, Bill Plotkin, il est très un peu dans l'évolution Ouais. de Jung. Mhm. Donc, et il a un livre d'ailleurs où il décrit, où il analyse en fait le, le moment où Carl Jung il a eu ce moment de cocon Mhm. et et comment il est entré dedans et comment il en est sorti. Ouais. Donc cette métamorphose, donc qui était basée d'ailleurs je crois que c'est le Red Book, le livre rouge Mhm. de Carl Jung. Ok. Donc Will Plotkin fait une analyse de ça et Mhm.
C'est que, voilà, pour quelqu'un qui aime la philosophie, je pense Ah, il y a c'est très moyen que, très intéressant. ouais, il y a moyen que je prenne mon pied intellectuel. C'est ça, ouais. Mais Ouais. est-ce que avec le recul, tu auras un conseil à te donner au toi d'il y a 10 ans? Au mois d'il y a 10 ans, donc ouais, je lui dirais franchement, continue de kiffer, t'inquiète pas, tout ira bien. Euh, voilà, aie confiance en toi, te prends pas trop la tête. Mhm. Ouais, juste, vraiment, tout va bien, quoi. Et enfin, est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui t'accompagne, soit au quotidien, soit de temps en temps? Hmm, hmm. Là, j'ai rien qui me vient maintenant, mais en fait, j'en ai souvent qui me viennent de mes années d'avoir écrit mes croyances limitantes et de les Mhm. avoir transformées en imagination constructive. Mais en fait, souvent, quand je me retrouve à une situation, en face d'une situation qui réveille un peu ça, et ben, j'ai cette phrase qui sort en moi, donc qui est en fonction de la situation, en Ouais, fait. ok. Euh, mais sinon, là, non, je suis désolé, j'ai pas de truc particulier qui me vient. Non, c'est pas grave. Bah, écoute, moi, j'ai plus trop de questions. Je te laisse peut-être le mot de la fin. Et ben, le mot de la fin, ouais, profitez de votre vie et kiffez bien. Et puis merci d'avoir écouté. Ouais. Vous pouvez me retrouver sur mon site web, comicomatcha.fr, Mhm. si vous voulez découvrir le thé matcha. Ouais. Et voilà, merci. Mhm. Bah, je t'en Merci prie, Simon. c'est pratique, t'anticipes mes questions. J'allais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, donc je mettrai tout ça dans la description. Encore merci d'avoir accepté mon invitation et à une prochaine. Merci beaucoup Simon. À une prochaine. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un like ou un commentaire sur votre appli de podcast préféré. Si vous voulez me retrouver pour discuter ou découvrir mon univers ou tous les bons conseils que je peux partager, le plus simple ça reste Instagram ou LinkedIn. Vous cherchez Simon Delannoy et vous allez tomber sur moi, sinon je vous mets les liens en description. Et si vous vous posez des questions sur votre vie professionnelle, sur votre carrière, ou que vous n'avez pas de réponse à cette grande question qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cette fichue vie, je vous invite à accéder à mon atelier gratuit qui s'appelle Le Secret, dans lequel vous allez découvrir les 5 grandes erreurs que font 99% des salariés qui veulent se reconvertir, comment les éviter et quels sont les secrets d'une reconversion réussie. Le lien est dans la bio. À bientôt!